Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. La romancière que vous êtes a vécu une histoire d'amour que vous avez pris soin de garder pour vous, sans jamais la raconter dans un livre. Vous le faites aujourd'hui sous la forme d'une lettre qui parviendra peut-être à son destinataire. Dieu seul le sait. Bonjour Nicolas Avril. Bonjour Jacques Pessis. Alors ce livre, c'est Octobre, votre histoire d'amour, longue histoire d'amour avec Jean-Pierre Elkabbach, qui sort chez l'Observatoire, aux éditions de l'Observatoire. On va l'évoquer bien sûr, mais le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer votre parcours aussi à travers des dates clés. Donc on parlera de Jean-Pierre Elkabbach à partir de 72, mais avant, il s'est passé d'autres choses. Et notamment, le 19 septembre 1972, c'est votre première télé. Je ne sais pas si vous en souvenez, le Journal de la nuit, où vous évoquez la sortie 13 jours plus tôt de 2 romans en même temps chez 2 éditeurs différents. Ça, c'était quand même une performance. La sortie des 2 livres, oui, c'était mes 2 premiers livres, et j'avais commencé le premier livre, Les gens de Misère, qui était un pur produit de mon imagination, puisqu'il se passait dans un désert qui n'existe pas, et moi-même, je ne connaissais pas le désert à l'époque. Donc, pure imagination. Les gens de Misère, qui est sorti chez Albin Michel, et l'autre roman était au contraire une histoire très personnelle et très intime, et qui avait pour titre L'été de la Saint-Valentin, Jean-Jacques Pauvert. Jean-Jacques Pauvert, qui est le premier éditeur, on l'a oublié, du Marquis de Sade à l'époque où on vendait les livres sous le manteau. Oui. Alors, oui. Albin Michel et Jean-Jacques Pauvert, théoriquement, c'est pas le même monde. Et surtout, sortir 2 livres en même temps, c'est pas si courant pour un jeune auteur. J'avais commencé d'abord Les gens de Misère, ce qui allait devenir Les gens de Misère. C'était mon premier livre. Je ne savais pas si ça pouvait intéresser quelqu'un d'autre à part moi. Et je l'ai proposé en lecture chez Albin Michel. Là, ils m'ont dit, c'est bien, mais il va falloir retravailler. Et en attendant la réponse pour ce livre-là, j'ai rencontré Jean-Jacques Pauvert qui m'a dit qu'il avait envie que je lui écrive une histoire très personnelle. Et j'ai écrit cette histoire personnelle en attendant les réponses d'Albin Michel. Si bien les 2 livres ont été prêts à la fin de l'année en même temps. Et ils ont eu l'intelligence de s'entendre pour sortir chacun son livre, le même jour. Alors, ce qui est étonnant, c'est que dans le reportage qui vous est consacré, je ne sais pas si vous en souvenez, on vous voit dans un lit et vous vous levez à 2 heures du matin en disant « Les journées commencent tôt, il faut profiter de la vie ». Et vous sortez de l'image à 2 heures du matin et de votre lit en même temps. Vous en souvenez? Oh, pas du tout, alors. Pas du tout, du tout. Peut-être qu'il y avait une musique de Leonard Cohen, non? Peut-être, oui, exactement. Alors, il se trouve, ce qui est étonnant, c'est quand même ce reportage est passé dans le Journal de la nuit, et qui était le présentateur des journaux à l'époque d'Antenne 2, c'était Jean-Pierre Elkabbach. Non. Si, il n'est pas le Journal de la nuit, mais il présentait les journaux à cette époque-là. De la chaîne. Oui, mais pas la nuit. Non, pas la nuit, mais à 13 h, il était le patron des journaux. Et oui, mais il a passé c'est-à-dire qu'il n'a pas présenté non, mais le reportage que j'avais fait. Non, mais il a donné son feu vert au reportage sans savoir que vous en étiez l'interprète, en gros. Ah oui, c'est assez étonnant. Oui, puisqu'en effet, nous nous sommes connus un peu plus tard. Oui. Quelques semaines plus tard, on va en parler. Voilà. Alors, il se trouve que votre premier livre est quand même récompensé par le prix des 4 jurys. C'est pas n'importe quoi. C'était une surprise pour vous, Nicolas Avril. Oui, c'était un prix qui était remis à un écrivain ou une écrivaine, mais le féminin ne s'employait pas à cette époque, qui avait eu une voix au dernier
autour des grands prix littéraires, c'est-à-dire Goncourt, Femina, Interallié, etc. Et moi, j'avais eu une voix au dernier tour du Goncourt. Donc vous avez... Pour les gens de Misard. Exactement. Alors ça, c'est vos débuts dans la littérature. Vos débuts dans la vie, c'était à Lyon, car vous avez grandi à Lyon. Je ne suis pas née à Lyon. Non, mais vous avez grandi. Oui. Et vous avez grandi parce que la famille s'était installée à Lyon. Voilà. Alors, il y a votre mère, Georgette, et il y a votre père. Votre père qui a été très important dans votre vie et que vous avez d'ailleurs évoqué dans 2 livres, Les Jardins de mon père et Voyage en avril. Parce que c'est quelqu'un qui a marqué beaucoup votre vie, Nicole Avril. Parce que c'était mon père, mais aussi parce que il m'a appris à lire. Il m'a appris à lire à l'âge de 4 ans. Et comme j'étais fille unique, avant cet âge-là, évidemment, j'avais envie de frère ou sœur. Et après, j'ai trouvé la Compagnie des livres. Et c'est vraiment... à l'âge de 4 ans, les premiers livres, ça a été la découverte du monde, et ça venait de mon père. Oui, et je crois que le premier livre que vous avez lu, c'était Le Petit Poisson d'or de Pouchkine. Oui. C'est un livre qui vous a marqué. Oui, et qui est aujourd'hui au programme des CE2 d'ailleurs. Ah bon? Oui. Je savais pas. Alors, il trouve que ce père aussi était fonctionnaire des postes, mais avait plein d'autres choses. Il était passionné de mathématiques, de sciences, de littérature, de peinture. Il a même, je crois, déposé un brevet pour des boîtes automatiques. Oui, je le raconte dans Voyage en avril. Oui, Qu'est-ce que c'était? Parce que... Oui, et comme il n'a pas ensuite valorisé son contrat, il l'a perdu. Alors qu'il avait inventé les boîtes automatiques. Oui, une manière, je ne sais pas si c'est celle qui a été appliquée ensuite. Mais effectivement, ne pas signer un contrat quand on a ce genre de choses, c'est un peu dommage. Oui. Alors, vos débuts professionnels ensuite font penser à une chanson qui a eu son heure de gloire. Tout ça ne vaut pas un clair de lune à Maubeuge. Alors c'est une chanson de Pierre Perrin reprise par Bourvil. Oui. Pierre Perrin, je ne sais pas vous en souvenez, était chauffeur de taxi. Il a eu un immense succès avec cette chanson qui a été reprise par tout le monde. Il y a même eu un film, Un clair de lune à Maubeuge, mais il n'a jamais fait d'autres succès. Et Maubeuge, c'est la ville de vos débuts professionnels comme enseignante. Oui. C'était... Maubeuge avait beau être chanté... c'était pas une destination qui était bien souhaitée comme premier poste, surtout pour des personnes qui venaient d'un peu plus de zones plus ensoleillées. En fait, d'ailleurs, j'ai trouvé que mes élèves de Maubeuge étaient merveilleux, ils étaient appliqués, ils étaient travailleurs, ils étaient formidables et beaucoup plus sérieux qu'ensuite dans des zones plus privilégiées. Parce qu'au départ, votre vie, c'était d'être enseignante, d'être professeur de lettres. C'est-à-dire, j'avais fait une licence de lettres. Et j'avais épousé un homme qui était professeur. Donc, j'étais devenue professeur, mais au départ, je ne le souhaitais pas du tout. Donc, car votre passion au départ, Nicole Avril, c'était le théâtre. Oui. Vous aviez envie de faire du théâtre? C'est-à-dire, j'avais envie de m'exprimer et je pensais que ça allait passer par le théâtre. Et c'est en le faisant, je l'ai fait avec une certaine passion, mais je me suis rendu compte que c'était pas mon moyen d'expression. Et c'est parce que je m'y sentais assez mal que j'ai compris qu'il fallait peut-être, plutôt que d'essayer de me couler dans les mots des autres, trouver les miens. Alors, il se trouve que vous êtes quand même apparu dans 2 feuilletons. J'ai trouvé la trace de votre parcours dans Face au Lancaster. Vous êtes une secrétaire et Mon seul amour, 2 feuilletons de télévision des années 70.
Oui, surtout mon seul amour, oui. Oui. Vos débuts et vos adieux de comédienne, pratiquement. Oui. Mais vous en gardez quand même un bon souvenir. C'était quand même Paul Vialard qui avait écrit ce feuilleton. Paul Vialard qui avait été celui qui avait lancé Marcel Pagnol, qui avait cru en Marcel Pagnol quand personne ne croyait en lui. Ah oui, mais ce feuilleton-là n'était pas à la hauteur de Pagnol. Et puis vous êtes devenue ce qu'on appelle cover girl, c'est-à-dire vous avez posé pour les magazines, mannequins. Ça a été aussi votre première découverte du monde. J'ai eu de grandes affiches dans le métro avec un aspirateur. Oui. Et c'était arrivé comment? De la mode aussi. Vous aviez postulé dans une agence, on vous avait repéré? J'étais dans une agence. C'est parce que c'était pas ma carrière théâtrale qui me permettait de vivre. Et c'est là où vous avez dit un jour je deviendrai romancière. Ça a été le déclic? Ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. C'est un jour où j'étais assez désespérée, voyant que je n'arrivais pas à trouver ce que je souhaitais vraiment faire. Et au fond de mon désespoir, j'ai cherché un cahier dans lequel j'avais commencé à écrire quelques mots pendant une récréation quand j'étais justement professeur à Maubeuge. Et retrouvant ces quelques mots, j'ai essayé de reprendre le fil de l'écriture et c'est, après beaucoup de travail, ce qui a donné Les gens de Misard. Voilà, ça c'était les débuts, mais il y a eu d'autres romans importants dans votre vie et on va en évoquer un à travers la date du 6 octobre 1993. A tout de suite sur Sud Radio avec Nicole Avril. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Nicole Avril. Nous parlerons tout à l'heure d'Octobre, qui est paru aux éditions de l'Observatoire, un livre très émouvant, une lettre à Jean-Pierre Elkabbach, l'homme de votre vie, qui nous a quittés voici plus d'1 an. Mais on évoque votre parcours de romancière, et j'ai trouvé une date, le 6 octobre 1993. C'est la sortie d'un livre qu'on peut évoquer aussi à travers un film. Mais qui est-ce? C'est une princesse? Je la connais peut-être. Oui, vous la connaissez. Romy Schneider, Sissi impératrice. Et vous avez raconté dans un livre Élisabeth d'Autriche. Et ça, c'était la grande différence avec le film de Romy Schneider. C'est autre chose, c'est la véritable Élisabeth d'Autriche. Je crois que c'est la véritable. En tous les cas, elle me paraît beaucoup plus intéressante. Et pour ma part, j'avais assez rejeté la trilogie autrichienne Sissi. Ça vous intéressait pas? Et c'est quand j'ai lu un livre à propos des anorexiques et qu'on plaçait l'impératrice que j'imaginais jusque-là comme une pâtisserie viennoise, parmi les grandes anorexiques, je me suis dit, elle devait être en effet beaucoup plus tourmentée et en même temps beaucoup plus intéressante qu'on l'a montré. Mais Romy Schneider a été la première Sissi, mais elle a été ensuite l'autre Sissi, celle vue par Visconti. Et là, il avait saisi la femme, et la femme poète, la femme tourmentée, la femme qui se faisait des heures et des heures, jusqu'à 8 heures d'équitation par jour, celle qui se faisait comme tel Ulysse pendant la tempête sur son bateau, elle se faisait attacher au mât pour pouvoir vivre la furie déchaînée des mers. Un personnage assez étonnant. Oui, alors en même temps, vous avez dit un jour que Sissi, donc Romy Schneider était jolie, mais qu'Élisabeth était belle, ce qui est très différent. Oui,
Mais Romy Schneider était très belle. Oui, exactement. Et puis était surtout, très très belle. elle était très belle. Et tellement émouvante. Oui, exactement. Mais Elisabeth avait effectivement ce côté qu'on ne pouvait pas décrire au cinéma, qui était le côté sauvageonne, très vrai. Alors, ce livre, ça vous a permis de montrer que non seulement vous étiez une romancière, mais aussi une biographe, ce qui était une première pour vous. Oui, c'est pas vraiment une biographie, c'est mon impératrice, comme j'écrirai un peu plus tard à propos de Dora Maar, je titrerai le livre Moi Dora Maar, c'est-à-dire pas vraiment un travail de biographe, mais de romancière qui vit l'aventure d'une autre femme. En se mettant dans sa peau lorsqu'on écrit ce livre. Oui. Mais c'était un personnage étonnant. Sissi, elle buvait de la bière à table, à 9h du matin, elle fumait, et elle... C'est pas vrai. Hein, c'est ce qu'on raconte en tout cas sur elle. Je crois pas. En revanche, elle faisait de la gymnastique tous les jours. Et on voit ça à Lavebourg. La manière dont elle était perchée sur ses agrès à 20 mètres du sol. C'est assez étonnant. Mais alors, ce qui est le travail d'une romancière ou d'une biographe, parce qu'il faut se renseigner avant d'écrire le roman, il faut tout savoir de la personne. Vous l'avez fait pour... Et des lieux. Et des lieux. Et vous l'avez fait aussi pour Dora Maar. Dora Maar qui a été une photographe, une des premières femmes photographes, Oui. et une maîtresse de Picasso. Oui, qui a été une très grande photographe. Elle a créé les premières images publicitaires avec une imagination débordante, très surréaliste. Et qu'est-ce qui vous a intéressé en Sissi impératrice ou dans Dora Maar, Nicole Avril? Des femmes complexes, déchirées, émouvantes, intelligentes, créatrices. Oui, ce dont on parlait peu à l'époque, puisque la femme était rejetée, il n'y avait pas encore les mouvements féministes. Et il y a Flora Tristan aussi que vous avez traité, qui a été une des premières féministes au 19e siècle. Oui, et qui a eu aussi une vie courte, mais également très tourmentée. Elle a même il y a eu un procès célèbre dans les années 1830 à Paris. Son mari, par jalousie, lui avait tiré une balle juste en dessous du cœur, et ça a été un procès retentissant. Et puis, il se trouve que, à travers ces livres-là, finalement, vous avez été très en avance, Nicole Avril, sur les mouvements féministes. Parce que on n'en parlait pas à l'époque quand vous avez écrit ces livres. Oui, on commençait quand même. On commençait à en parler. Mais c'est vrai que c'était assez nouveau. Et vous étiez l'une des premières à défendre les femmes telles qu'elles devaient être... Mais j'avais beaucoup à être défendue. Hein. Oui. Je viens vraiment d'un autre monde. Mais j'ai eu le privilège, justement, de suivre toutes les étapes de cet ancien monde vers quelque chose. Est-ce qu'il est meilleur? Je ne sais pas, mais de très différent. Il se trouve aussi qu'il y a un autre livre qui a marqué votre carrière, c'est l'histoire d'une femme qui a été bourreau à Lyon, une histoire vraie que vous avez transformée en roman. Dans Monsieur de Lyon. Voilà. C'est peut-être le livre que j'ai pris le plus de plaisir à écrire, parce que j'ai voulu l'écrire un peu à la manière des romans picaresques du XVIIIe siècle. Quelque chose de très rapide, une espèce de cavalcade, parfois dramatique, mais ça va très vite, ça se passe à Lyon, et c'était à une époque où on donnait le nom des villes aux bourreaux de ces villes-là. Et c'est l'histoire d'une femme qui est devenue en homme,
bourreau de la ville de Lyon. C'est-à-dire que on a cru vraiment qu'elle était un homme. Et j'avais trouvé ça dans les mémoires d'un franciscain à la bibliothèque de Lyon. Et c'était une histoire vraie que vous avez romancée? Oui, terriblement romancée, puisqu'il n'y avait qu'une phrase. Il disait que une femme qui avait été précédemment soldat dans les armées de Marie-Thérèse était venue en France et avait reçu ses lettres de créance à l'hôtel de ville de Lyon en tant que bourreau. Et elle y était restée bourreau de la ville de Lyon, je crois 6 mois, quelque chose comme ça, avant d'être découverte. Oui, alors je crois qu'en plus elle a épousé une femme, ce qui a fait... Dans mon livre. Voilà. Ça aussi, oui. C'était une idée qu'on n'aurait pas pu imaginer à l'époque où vous avez écrit ce livre. On n'en parlait pas, Nicole Avril. Bien sûr. Et il y avait eu le scandale, je ne sais pas si vous vous souvenez, Colette, dans ses jeunes années, avait été comédienne, et au Moulin Rouge, elle a vécu une scène d'amour avec Missy, qui était Mais elle l'a faite dans la vie aussi. Bien sûr, mais ça avait fait scandale. Ce spectacle Reine d'Égypte avait duré un soir avant que la préfecture l'interdise. Oui, oui. Mais c'est vrai que dans vos romans, vous avez toujours observé la société et été en avance sur votre temps. Il y a presque un côté journalistique derrière tout ça. Journalistique, non, je crois pas. Mais vous respirez l'air du temps. Oui, mais c'est pas la même démarche. La démarche du journaliste et de l'écrivain. C'est-à-dire D'abord, c'est pas le même rapport au temps. Je le sais aussi à travers Jean-Pierre, qui courait toujours après le temps, disait ce putain de temps. Effectivement, c'est autre chose. Bah, juste... Tandis que l'écrivain, au contraire, enfin, en tous les cas pour moi, une personne ou un personnage qui est au XVIIIe siècle, qui est au XXe ou au XXIe, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Alors, justement, vous parliez de Jean-Pierre Elkabbach. On va l'évoquer tout de suite à travers une autre date, le 21 janvier 1980. À tout de suite sur Sud Radio avec Nicole Avril. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Nicole Avril. Nous évoquerons tout à l'heure Octobre, ce roman très émouvant, roman qui n'est même pas un roman, qui est une lettre à Jean-Pierre Elkabbach aux éditions de l'Observatoire. Et justement, le 21 janvier 1980, un échange parmi d'autres. Écoutez. Ça fait 20 fois que je discute avec vous. Vous n'en parliez pas comme ça. Vous n'en parliez jamais comme ça. Vous n'arrivez pas à vous mettre dans une algarade entre Jean-Pierre Elkabbach et Georges Marchais qui dit « Moi aussi j'ai un cerveau ». Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, bien sûr. Et Jean-Pierre Elkabbach éclate de rire parce que Georges Marchais, c'était un numéro. Oui. C'était dans Cartes sur table et il a du mal à retenir son fou rire. Et c'est vrai que Georges Marchais a fait beaucoup pour la popularité de Jean-Pierre Elkabbach et réciproquement. Et du reste, quand nous avons écrit avec Jean-Pierre un livre à 4 mains, et on lui a donné pour titre, enfin c'est notre éditeur un peu qui a donné pour titre « Taisez-vous Elkabbach ». Oui, alors que Georges Marchais n'a jamais dit « Taisez-vous Elkabbach ». On n'en a jamais retrouvé la trace. Mais enfin, il a dit tellement de choses qui étaient équivalentes. Oui, en fait, Taisez-vous Elkabbach, je me suis un peu renseigné, ça vient de ces 2 personnes dont vous allez reconnaître la voix. Eh bien, monsieur Marchais, je suis heureux que finalement les Carpentiers aient organisé ce débat. Encore un monopole, toujours la défense des monopoles. Thierry Leluron et Pierre Douglas qui ont fait un sketch ensemble à Viva Politique. Et c'est là que naît C'est un scandale et Taisez-vous Elkabbach. Oui. C'est assez... Et je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, Pierre Douglas était journaliste à RTL. Pour amuser les copains, il faisait des imitations de Georges Marchais. Et un jour, il fait à Tingebray, dans l'Orne, un gala qu'il présente avec le Luron. Il commence à faire son numéro de Georges Marchais. Le Luron réplique et c'est comme ça que sa carrière de chansonnier est née.
Oui, peut-être. Alors, il se trouve aussi que, effectivement, Jean-Pierre Elkabbach, qui avait presque une complicité, une affection avec ses invités. Vous le ressentiez? Avec ses invités, oui. Pas avec tous, non. Mais la plupart du temps, oui. Et c'est aussi, même quand l'interview était courte, c'était un moment fugace, mais il y avait chaque fois, pour Jean-Pierre, il abordait son interview avec un ton différent selon l'invité. Parce que, et puis selon le rapport entre eux, et même si l'invité, il le trouvait insupportable, si ses idées le choquaient, mais il y avait toujours quelque chose qui restait d'intime en lui après l'interview. C'est-à-dire, il y avait ceux avec qui il avait parlé et les autres. Malgré tout, il y avait toujours une complicité qui restait. Oui, et en même temps, il faisait un vrai travail de journaliste, car il était résolument objectif. Oui. Et puis surtout, dans son questionnement, il savait revenir à la charge, marquer une pause, et puis revenir plus fort. Ce droit de suite qui le rendait beaucoup plus fort. Il n'abandonnait pas. Alors, en plus, ce qu'on sait peu, mais Jean-Pierre Elkabbach l'a raconté dans son livre « Les rives de ma mémoire », c'est qu'au départ, il ne voulait pas être journaliste, mais acteur. C'est-à-dire, ça s'est fait par hasard. Son métier, devenir journaliste, c'était la radio à l'époque. La télévision n'existait pas. Il a commencé à Radio Alger, je crois. Oui. Avec la carte de presse de son père. Alors là, non, c'est des petits essais qu'il avait faits à Oran, oui. Voilà. Oui. Mais c'est vrai que la radio est venue alors qu'il aurait rêvé de jouer dans les grands théâtres. Et la radio. Et la tragédie. Oui. Oui, la tragédie. Et quand il a pris des cours de théâtre et qu'il a passé les stances d'Oreste, à la fin, le professeur lui a dit « Je crois que vous devriez tenter le comique ». Oui, il a fait autre chose. Alors, ce livre, effectivement, Taisez-vous Elkabbach, que vous avez signé à deux plumes, c'est un livre étonnant parce que, en quatrième de couverture, en guise d'explication sur le parcours, vous y avez écrit profession journaliste, muté en 68 pour fait de grève, exclu de la télévision en 74 et licencié d'Antenne 2 en 81. C'est pas une présentation très, très classique. Mais qui n'était que le miroir de la réalité. Oui. Et ce livre, c'était assez rare qu'une romancière, même si c'est l'homme de votre vie, dialogue de telle façon sur son parcours. Oui, mais c'était parce que... D'abord, parce que j'étais à ce moment-là en situation forte. Je venais de publier La Disgrâce, qui avait été un très très grand succès, aussi bien de critique que de vente. Et lui, en revanche, avait eu de grosses difficultés au moment en 81, quand François Mitterrand et le Parti socialiste se sont retrouvés au pouvoir après une longue période sans avoir pu un long combat pour l'obtenir. Alors, il fallait en écarter de ce pouvoir ceux qui avaient une certaine responsabilité, et Jean-Pierre avait été directeur de l'information de France 2. Par conséquent, il fallait l'évincer. Alors, c'est à ce moment-là que nous avons entrepris d'écrire ce livre à quatre mains qui était son parcours et qui a été très important en fait dans sa vie parce que
à deux, sous un figuier, je me souviens, en Grèce, où nous avions pendant l'été loué une maison. Je lui posais des questions et c'est là qu'il a retrouvé un peu de son enfance, car son enfance avait été complètement oubliée quand son père est mort le 6 octobre, alors que Jean-Pierre avait 12 ans, et cette mort de ce père tant aimé et dont il avait tant besoin va un peu déterminer le reste de sa vie. Et son père avait emporté avec lui tous ses souvenirs d'enfance. Et dans le questionnement pour ce livre à quatre mains, c'est aussi cela qu'on a fait ressurgir. Alors, dans ce livre, Octobre, vous racontez votre rencontre avec Jean-Pierre Elkabbach, Nicole Avril, et la version qu'il a évoquée dans les Rives de ma mémoire, ces mémoires qui sont parues un peu avant sa disparition, c'est pas exactement la même chose. Les versions divergent sur votre rencontre dans un autobus. Oh, elles divergent très peu. Très peu. C'est la manière de... Enfin, de toute façon, les souvenirs sont toujours subjectifs. Et donc, c'est pas deux formes contradictoires, mais deux récits qui peuvent se superposer. Alors, votre vérité? Alors, ma vérité, c'est en 72. Nous sommes le 6 octobre 72. Quelques jours après votre première télé seulement, voilà. Oui. Je suis rentrée, j'avais fait une interview le matin à la maison de la radio. J'étais rentrée chez moi pour laisser ma voiture et prendre un autobus parce que j'avais un rendez-vous dans le quartier des Champs-Élysées. L'autobus, il faisait très beau. J'étais en forme puisque mes deux livres marchaient bien. C'était une reconnaissance. Très bien. Je suis dans l'autobus, il y a très peu de monde. L'autobus et avenue Bosquet arrive à l'angle de la rue Cognac-Jay où à l'époque se trouvaient toutes les télévisions, c'est-à-dire il y en avait deux, la une et la deux. Et il est arrêté dans son couloir et il fait beau, je suis au soleil, je lis vaguement et je vois un homme qui est sur le trottoir, sa tête, son visage est à peu près à la hauteur du mien et il me regarde et il me sourit et il me fait signe. L'autobus avance un tout petit peu, alors je me retourne pour voir si l'énergumène en question est toujours là. Et, en effet, je le vois presque derrière l'autobus et il me fait signe de descendre. Je me suis dit, c'est du culot, mais enfin, c'est pas mal, faut oser. Il me fait signe et il court vers la porte de sortie. Les gens qui sont dans l'autobus croient évidemment qu'on se connaît. Surtout qu'ils le reconnaissent peut-être, puisqu'il commençait à présenter ses premiers journaux. Mais moi, en bon intellectuel de l'époque, je ne regarde pas la télévision, donc je ne le connais pas. Mais ils disent au chauffeur, mais laissez-la descendre, laissez-la descendre. D'ailleurs, j'étais déjà debout pour descendre. Et je descends, il m'accueille, je lui dis mon nom, et c'est là, en fait, qu'il y a divergence, parce que lui, il dit qu'il a reconnu Nicole Avril, qu'il a vu dans les journaux pour la sortie de mes livres. En réalité, non, c'est quand je lui ai dit mon nom, c'était... Et bon... Nous ne sommes pas quittés après, oui, pendant 50 ans. Et ça, vous avez été ce qu'on appelle un couple complémentaire, parfait. C'est-à-dire que même sans vous, il n'aurait peut-être pas surmonté les épreuves qu'il a vécues.
Et moi non plus. Exactement. Ah oui, ah oui, c'est vrai que oui, et nous étions complémentaires, quoique différents. Nous étions vraiment 1+1, parce que parfois nous avions des avis très différents, mais complémentaires aussi. Et puis surtout, nous avions l'un et l'autre une passion, une profession, un destin, quelque chose qui nous prenait complètement. Lui, journalisme, moi, l'écriture. Je l'écoutais, je le voyais, il me lisait, donc c'était tout à fait complémentaire. Lui, c'était ouvert sur l'extérieur, moi, c'était plutôt intérieur. Bon, et c'était une chance, vraiment une très grande chance de s'être rencontrés. C'est pour cela qu'aujourd'hui, avec des moments évidemment de tristesse, mais j'ai surtout le sentiment d'avoir eu beaucoup de chance, d'avoir vécu la vie que j'ai vécue avec lui. Et cette vie, vous en parlez d'ailleurs dans ce livre qu'on va évoquer à travers la date de la sortie, le 19 mars 2025. A tout de suite sur Sud Radio avec Nicole Avril. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Nicole Avril. On a évoqué votre parcours de romancière, votre rencontre avec Jean-Pierre Elkabbach, ses 50 années de complicité et d'amour. Et puis, vous avez publié le 19 mars 2025 un livre, Octobre, aux éditions d'Observatoire, pour raconter justement les derniers jours de Jean-Pierre Elkabbach, pour raconter des souvenirs. Et je crois que l'important, avant même d'en parler, c'est d'écouter la voix de Jean-Pierre Elkabbach. Ceux qui me connaissent m'apprécient mieux que ceux qui me voient de loin et qui me voient comme un homme de pouvoir, alors que c'est pas ça. Voilà, c'est pas ça, c'était justement un autre homme. Et alors ce livre, vous avez essayé de l'écrire comme une lettre d'amour à Jean-Pierre Elkabbach. Pourquoi l'avoir fait, Nicole Avril? J'ai commencé à y penser l'été dernier. C'était près de Tanger, dans un hôtel, le Mirage, dans lequel nous sommes allés une vingtaine d'années. Et c'était bien sûr la première fois que j'y retournais seule. C'était une épreuve. Mais en même temps, j'ai voulu, sur la terrasse de l'hôtel, cet endroit où nous nous étions aimés, retrouver la chronologie des derniers jours. Et j'avais peur d'oublier, de devenir gâteuse, de perdre tout ça, car je crois que tout ce que j'ai vécu, tant que je pourrai le penser, ça continuera à exister. Alors, j'ai commencé par cette petite chronologie. Et c'est là que j'ai pensé que écrire, ça pouvait être une forme, me faire du bien, une sorte de consolation, bien que je me sois jamais sentie tout à fait séparée de lui, même par la mort. Et au retour de Tanger, j'ai commencé à écrire. Ça a été difficile, même physiquement, parce que j'en ai plus vraiment... J'avais pas écrit depuis 13 ans. J'étais pas sûre d'en avoir la force physique encore. Donc j'écrivais par très petits morceaux successifs dans la journée pour ménager mes forces. Mais en même temps, ça m'a fait beaucoup de bien. Et ce livre, Nicole Avril, on découvre un Jean-Pierre Elkabbach qu'on ne connaissait pas vraiment, même dans ces derniers jours, car c'était un homme public, mais très secret en même temps. Secret.
Secret sur sa vie privée, secret sur cette affection, et que vous évoquez notamment lorsqu'il vous jette un regard vers la fin de sa vie, et on sent tout l'amour qu'il avait pour vous et réciproquement. Oui, mais son amour n'était pas secret du tout. Non, non, mais c'était son comportement. Oui, oui, une forme de pudeur aussi, de pudeur, et contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient penser, une certaine timidité. C'est fou, hein, parce qu'on n'imaginait pas timide. Non, parce qu'il réussissait à aller au-delà, à la forcer, sa timidité. Mais il se livrait pas facilement. La preuve, lorsqu'il a été malade, et vous racontez dans ce livre une première fois, il n'en a parlé à personne. Personne, en effet. Et lui-même s'est trouvé malade alors que ça avait dû naître en lui très longtemps avant. Il l'a découvert, on lui a découvert brutalement, parce que aussi il avait l'habitude de faire face, et par conséquent, bon, allez, une petite fatigue, c'est rien, on va au-delà, il faut bosser. Et il s'est battu, d'ailleurs, il a été malade, il est revenu, et même quand il a été opéré plusieurs fois, le lendemain, il était dans les couloirs d'hôpital en pleine forme. Oui, oui, jusqu'au moment où il n'a plus pu. Et il a eu les premières alertes, le gros coup en fait, dans l'année 2019. Il a eu ensuite une opération, une longue convalescence et difficile, qui enchaînait directement avec l'arrivée du Covid. Et c'est là, entre ce moment-là et la seconde partie de sa maladie, qui a été plus fatale, qu'il a écrit son livre et qu'il est allé en parler comme s'il était en état parfait. Ah bah je l'ai reçu dans les Clés d'une vie, il était dans une forme physique il était bien. Formidable. Alors, vous racontez aussi dans ce livre que les derniers visiteurs avant sa disparition, ça a été Brigitte et Emmanuel Macron, Nicole Avril. Oui, mais là, vraiment, juste avant. En fait, ils avaient appris qu'il était malade, mais on leur avait dit simplement fatigué. 4 jours avant, et ils avaient appelé Jean-Pierre pour lui dire qu'il passerait le voir le mardi 6 octobre, après la cérémonie aux Invalides, l'hommage à Hélène Carrère d'Ancos, que sur leur route, ils s'arrêteraient nous voir. Ils ne savaient pas, et nous ne savions pas, qu'ils seraient à ce moment-là à l'hôpital Georges Pompidou. Et qu'ils seraient là tous les deux quand Jean-Pierre a fermé les yeux. En gros, c'est ça. Pas quand il a fermé enfin, il avait les yeux fermés, mais il était encore un peu avec nous. Alors, il se trouve que Emmanuel Macron, il y avait des rapports privilégiés avec Jean-Pierre Elkabbach, car il avait été le premier à le repérer, à l'interviewer. Je ne sais pas s'il avait été le premier. Peut-être. Oui. Peut-être, oui. Peut-être le premier. Et oui, c'était à l'époque où il faisait la campagne de François Hollande. Exactement. En 2012, oui. Alors, dans ce livre, vous racontez aussi Jean-Pierre Elkabbach. Oui, pardon. Je dois dire qu'ils ont été merveilleux, de gentillesse, de délicatesse, vraiment très, très, très bien. Ça, c'est quelque chose qui ne s'oublie pas.
Donc, juste, vous évoquez aussi Jean-Pierre Elkabbach, le travailleur qu'il était, mais à la fois l'homme qui détestait attendre, mais qui était parfois très en retard. C'est un paradoxe. Ah ben non, c'est pas un paradoxe. Oh, pas du tout, au contraire. Mais il était en retard à ses rendez-vous, toujours courant, mais il détestait attendre que quelqu'un... Ah ben oui, bien sûr. Et donc, ça le dérangeait pas de se faire attendre, de faire attendre l'autre, mais lui-même ne voulait pas attendre. Moi aussi, je lui reprochais d'être toujours en retard. Il travaillait... Mais c'était un objet de... C'était un peu des moments difficiles. Il fallait l'attendre. Mais il s'en tirait toujours quand il arrivait avec l'humour. Et puis, il dormait peu, mais faisait des micro-siestes. Ah oui, c'est-à-dire qu'il préférait que nous passions nos soirées. Dans la journée, nous ne nous voyions pas. On travaillait chacun de notre côté. Il voulait que le soir, on soit ensemble. Et il préparait, quand j'allais me coucher, il commençait à rédiger ces petites fiches de toutes les couleurs qui serviraient de canevas à ses interviews le lendemain matin. Et donc il dormait très peu, très peu, mais en revanche, dans la journée, il pouvait récupérer en dormant n'importe où, dans n'importe quelle position. Il avait une capacité de récupération fantastique. Et vous dites aussi, Nicolas Avril, que Jean-Pierre Elkabbach, au mot journalisme, préférait celui de travail. Oui. Oui. Le culte du travail. Énormément, parce qu'il travaillait. Mais pour moi aussi, écrire, c'est le travail. Mais ça n'a pas le côté pénible. Quand on a la chance d'aimer, d'adorer ce que l'on fait, le boulot, c'est autre chose que le boulot répétitif et usant auquel sont soumis bien des gens. Et puis le mot retraite était prohibé de son vocabulaire. Totalement. Parce qu'il pensait que, d'abord, qu'il ne supporterait pas la vie sans travail, sans son travail. Et puis, oui, c'était pas... Et qu'il n'avait pas fait le chef-d'œuvre de sa vie. C'était d'autant plus compliqué qu'il ne pensait pas qu'il pouvait y avoir un chef-d'œuvre dans le domaine du journalisme. C'est quelque chose qui pour lui était fugace et il disait toujours qu'il ne resterait absolument rien de lui. Et comme nous sommes là, on voudrait le faire mentir. Exactement. Alors, il y a aussi vos voyages que vous racontez, dont un voyage étonnant, puisque vous êtes retrouvé un jour, Nicolas Avril, avec Jean-Pierre Elkabbach, dans le décor de ce qui allait devenir Urgence, la série Urgence. Ah oui, c'était à Chicago. À Chicago, Chicago, c'est vraiment la ville de l'architecture, très novatrice, magnifique, peut-être, sans doute, encore plus belle que celle de New York. Et dans ce bel hôtel, nous nous trouvions un soir pour nous apprêter avant de sortir. Jean-Pierre se trouvait dans la douche et la porte vitrée de la douche lui a échappé des mains. Enfin, c'est plutôt qu'elle a échappé à ses gonds. Elle a basculé et elle est tombée dans le couloir entre la baignoire et moi, tout en petits morceaux minuscules. Mais elle nous est passée devant. On aurait pu être tué, défiguré. Heureusement, entre nous, mais pas sur nous. Et à ce moment-là, Jean-Pierre a
et marcher sur les débris en faisant saigner la plante des pieds pour en sortir. Il a mis une couverture sur les minuscules éclats pour que je sorte également, mais on était quand même un peu amochés. À l'hôtel, il y a eu la sécurité qui est arrivée et immédiatement, à l'américaine, direction les urgences. Et on s'est retrouvés dans le décor d'une de ses toutes premières séries et qu'il avait acheté aux États-Unis il était président de France Télévisions à cette époque-là. Série qui s'est faite 10 ans d'ailleurs après un projet qui était un film Urgence au départ, qui devait être réalisé par Spielberg, il ne s'est jamais fait. Voilà. Oui, oui. Alors, il y a beaucoup d'autres choses dans ce livre Octobre, très émouvant. C'était votre devoir de le faire, Nicolas Avril, de l'écrire pour Jean-Pierre et pour tous ceux et celles qui rêvent aujourd'hui d'être journalistes. Oui, oui, pour prolonger son souvenir. Et puis, parce que c'est peut-être le livre de ma vie. En tout cas, c'est le livre de votre vie personnelle avec Jean-Pierre Elkabbach que je recommande à celles et ceux qui nous écoutent. Ça s'appelle Octobre, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci pour ce livre très émouvant et pour cette lettre d'amour sincère. Merci à vous. Merci Nicolas Avril. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.